ce nouveau rendez-vous Santé Mag sur Canal Algérie dans lequel nous abordons une thématique qui nous laisse souvent sans réponse. Ce soir, nous parlons d'autisme, de TSA, le trouble du spectre autistique, une thématique qui fascine autant qu'elle divise, puisque nous ignorons presque tout de ce trouble qui touche à peu près un enfant sur 100. Ce soir, nous nous penchons sur la situation de ces enfants et de leurs parents, souvent désemparés ou malmenés par le manque flagrant de moyens de prise en charge ou encore des promesses non tenues des institutions, notamment un plan autisme attendu depuis des années. Comment reconnaît-on un enfant autiste? À quoi ressemble le quotidien de ses parents? Comment les accompagner au mieux pour assurer la meilleure autonomie et la meilleure évolution possible de leur enfant? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui dans le monde, notamment dans les pays développés, pour réaliser cet objectif? Et comment faire profiter nos enfants autistes de ce savoir-faire? Voilà en gros les questions qu'on posera ce soir à nos invités. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Chakali Mohamed. Vous êtes sous-directeur de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce sujet tellement important pour nous aussi au ministère de la Santé. Oui, il y a beaucoup. Effectivement, c'est un sujet, comme je disais, qui fascine autant qu'il divise. Je vous rappelle également que vous êtes coordonnateur du Comité national intersectoriel de l'autisme. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Mzmar Radia. Vous êtes pédopsychiatre. Bienvenue. Bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir le Dr Lounès Laalem. Vous êtes psychologue. Vous êtes également chercheur à l'université de Tizi Ouzou. Merci d'avoir fait le déplacement. Bonsoir. Merci à vous également de m'avoir invité. Merci aussi de porter tout l'intérêt à ce sujet qui va nous réunir aujourd'hui, au moins pour former et informer afin de mieux sensibiliser. Absolument. J'espère qu'on apportera quelques réponses pour les questions que beaucoup de parents se posent à propos de ce sujet. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir M. Germain Lafrenière. Vous êtes président de TSA Sans Frontières International. Bienvenue. Merci de votre invitation et je salue nos invités où on pourra discuter d'un sujet qui me touche droit au cœur. Oui. Et un gros merci à Neza Mahoubi qui m'a permis de connaître l'Algérie pendant quelques jours. Oui. Et pouvoir être ici ce soir. Madame Mahoubi, je rappelle qu'elle est membre aussi de TSA Sans Frontières et qu'elle est algérienne, établie au Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, justement, est-ce que vous pouvez présenter votre association? Alors, je rappelle que vous existez depuis une vingtaine d'années, vous apportez beaucoup d'aide pour ces enfants. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Oui, tout à fait. Oui. C'est une association qui est là par le cœur et pour le cœur à cette cause. Nous touchons toute personne TSA de 3 ans jusqu'à l'âge de personnes vieillissantes. Nous sommes présents dans 22 pays francophones ou francophiles et le but, c'est de faire circuler la recherche, les nouveaux moyens qui sont mis à la disposition de ces personnes, mais surtout d'échanger les bonnes pratiques. On est ouvert à toute personne qui veut en savoir un peu plus et on est là pour supporter l'ensemble des gens et c'est pour ça qu'on regarde différents pays. Au Québec, on a des forces, on a des faiblesses, mais on aimerait mieux partager notre force que nos faiblesses. Absolument, mais c'est quand même un pays qui est assez évolué et développé dans la prise en charge des enfants autistes. J'espère que cette émission pourra servir de relais entre vous et peut-être M. Chakali ou des représentants, en tout cas du ministère de la Santé, pour pouvoir profiter de votre savoir-faire. Alors, aujourd'hui, on assiste clairement, je disais tout à l'heure les chiffres en préambule, on assiste clairement à une explosion de chiffres. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité? Nous voyons de plus en plus d'autistes. Professeur Chakali. C'est une réalité qui se confirme par deux voies. La première voie, c'est celle de la situation de l'autisme dans le monde et de son explosion, on peut même le dire comme ça, dans le monde et notamment dans certains pays comme les États-Unis. C'est la première voie. La deuxième voie, c'est le poids et la pression des associations actuellement qui sont nombreuses dans notre pays. Qui font un grand travail, qu'il faut saluer, les associations, et qui permettent aussi, qui sont des espèces de thermomètres qui nous permettent de nous rendre compte que c'est une problématique inquiétante par le nombre et par les difficultés rencontrées des enfants et des familles, et par la difficulté des institutions à répondre à leurs attentes. Oui. Docteur Laalem, quand on dit qu'aujourd'hui on assiste clairement devant une explosion de chiffres lorsqu'on parle d'enfants autistes, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a de plus en plus d'enfants ou
tout simplement qu'on dépiste un peu plus, ou alors il y a réellement, c'est-à-dire plus d'enfants autistes parce qu'il y a un certain nombre de facteurs environnementaux qui pourraient être à l'origine de cette explosion de chiffres. Voilà. Pour compléter ce qui vient de se dire par professeur Chakali en particulier, il y a un élément qui est très très important, c'est la dimension démographique. C'est-à-dire on n'est plus sur les mêmes chiffres de population, en particulier des populations d'enfants. De deux, les associations, les parents, les spécialistes sont mieux équipés pour dépister. C'est pour ça qu'on dépiste mieux et de plus en plus. Et aussi, il y a un élément aussi, c'est les diagnostics différentiels parfois qui nous induisent en erreur, et c'est tout à fait normal, ça arrive en consultation tout comme ça arrive en diagnostic, d'où d'ailleurs il faut vraiment réévaluer et évaluer en équipe l'enfant. C'est pour ça que l'inscription de ces diagnostics-là parfois relève d'un certain nombre d'enfants qui sont inscrits ou même diagnostiqués sous le primat de TSA. C'est-à-dire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a un autre élément, je souhaite aussi attirer l'attention sur ça. On peut dire que c'est vaporisant, que c'est énorme, que ça va induire en erreur, mais les écrans sont là. Ils ont pratiquement leur impact, leur écran, sur le cerveau et sur le psychisme de l'enfant, et en particulier la motricité et le langage, parce que ce sont les premiers éléments qu'on repère. Est-ce que là on parle d'autisme? Non, on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur la clinique des TSA du tout, de loin. Mais j'attire l'attention des parents parce que ce sont des symptômes, une forme clinique qui s'apparente et qui se présente, c'est-à-dire clairement en rapport avec les TSA. Mais on n'est pas sur une clinique des TSA. Pour rejoindre un peu ce qui a été dit tout à l'heure, un TSA, c'est-à-dire un enfant avec trouble de spectre autistique, il arrive au monde avec ce trouble-là, il grandit avec, il vieillit avec, il part avec. C'est un peu ça le cycle de vie pour une personne TSA. Mais par contre, pour un enfant surexposé ou avec mes usages des écrans, c'est-à-dire ça sert dans les deux, c'est-à-dire par rapport aux deux concepts, c'est qu'à l'élimination des écrans, à l'élimination de l'environnement virtuel, on récupère l'enfant en partie, en totalité, à savoir le langage, la motricité et la socialisation qui va avec. Oui. Docteur Mesmar, la situation est préoccupante chez nous quand on parle d'autisme, parce que d'abord, en termes de chiffres, on dit que ça explose, et en contrepartie, il n'y a pas vraiment de prise en charge, malgré toutes les bonnes volontés, on va le voir en tout cas avec vous tout à l'heure, toutes les choses qui sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce qui freine finalement la réalisation? Déjà, alors il y a un comité aujourd'hui intersectoriel qui se charge de l'autisme, et on a du mal, je le disais en préambule de cette émission, à lancer ce plan autisme qui devait apporter des réponses et des moyens aussi. Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? En fait, ce plan national pour la prise en charge de l'autisme, comme vous l'avez dit, il rassemble plusieurs secteurs. Le secteur de la santé, de l'éducation nationale, de la solidarité, les associations des parents d'enfants autistes, tous ces facteurs. Alors, c'est difficile d'effectuer en fait un plan actif. Oui. C'est-à-dire on a fait des efforts et organisé plusieurs rencontres, et ça progresse, mais progressivement, c'est lentement. Oui. Timidement, on peut dire. Mais ça progresse quand même. En fait, il y a eu beaucoup d'efforts par rapport à la prise en charge des enfants autistes. Peut-être qu'on a tendance à dire que beaucoup de choses attendent d'être réalisées parce qu'on est un peu dans une situation d'urgence quand on a des enfants qui ne sont pas scolarisés, on va le voir tout à l'heure. N'est-ce pas, professeur Chakali? C'est-à-dire on a tendance peut-être à vous bousculer un peu, ce qui est un peu normal, parce que ces enfants sont là à attendre, leurs parents aussi, à attendre d'avoir une prise en charge qui soit effective. Les demandes sont légitimes d'accompagnement en santé, d'accompagnement scolarité, d'accompagnement même social. Les demandes, elles sont tout à fait légitimes. Maintenant, la réponse, par exemple, pour les médecins, je peux donner le chiffre, nous avons actuellement 100 pédopsychiatres dans notre pays, pas plus que ça. Et la formation des pédopsychiatres a commencé il y a 4 ans. Les premières promotions sont sorties il y a 4 ans. Donc, on attrape un peu ce qu'on peut rattraper, mais il y a un effort quand même gigantesque qui est fait. Nous avons des bilans d'activité. C'est-à-dire que ce sont des choses qui prennent du temps, quand on parle par exemple de la formation. Ça prend du temps, et la complexité vient du fait qu'il ne faut pas seulement médicaliser l'autisme, ce n'est pas un problème médical seul.
médecin le diagnostic. Il y a des techniques d'accompagnement de personnes avec autisme qui sont pratiquées. Donc, il y a un nombre important d'enfants qui sont suivis dans les 6 centres universitaires que nous avons dans notre pays, dans les dizaines de centres ambulatoires qui reçoivent des enfants, comme celui où travaille Dr Mesmer. Donc, il y a des activités qui sont menées. 300 000, c'est ça le chiffre des enfants autistes aujourd'hui? Les chiffres des enfants autistes, nous n'avons pas pu faire une enquête de population pour des raisons tout à fait économiques. Parce que nous avons besoin, pour faire une étude sur un sujet comme ça, d'un budget qui ne peut pas concerner une problématique. On aurait pris par exemple le sujet de l'enfant avec handicap ou de l'enfant en difficulté. On aurait pu mener une enquête de population parce qu'elles sont très coûteuses et on ne peut pas les faire sur un sujet dans notre pays. Donc on n'a pas un chiffre qui est fondé sur une donnée d'enquête de population. C'est la première chose qu'on a voulu faire, c'est une enquête de population pour évaluer la problématique, pour aider les décideurs à Mais approximativement, c'est quoi le chiffre? Actuellement, le chiffre, on peut, avec des recoupements, estimer qu'on a 300 de milliers de personnes avec autisme dans notre pays, de personnes avec TSA dans notre pays. Donc, dans les 300, il ne faut pas non plus imaginer que ce sont 300 000 personnes qui sont toutes déficientes, qui sont toutes difficiles à prendre en charge, qui sont toutes... Non, il y a une partie, et c'est peut-être la moins nombreuse, pour laquelle il faut un effort d'éducation, un effort d'accompagnement social et même un effort médico-psychologique au niveau des structures de santé. Oui, professeur Chakali, pour ne pas rester peut-être dans la critique, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici justement par le comité? Il a été lancé en 2016, c'est ça? Oui. Alors le comité national intersectoriel de l'autisme, qu'est-ce qui a été fait concrètement qui aujourd'hui peut justement aider à la prise en charge de ces enfants? Et ce qui a été fait, par exemple, je peux citer rapidement ce qui a été fait au niveau du ministère de la Santé. Au niveau du ministère de la Santé, d'abord, cette initiative de construire un plan. Parce qu'il y a plusieurs autres ministères qui sont aussi partenaires, c'est ça? L'initiative de construire un plan. Mais construire un plan, ça ne peut pas se faire dans un cadre sectoriel. Il faut que ce soit un ensemble de secteurs qui y participent. Il faut que les associations aussi soient présentes. Donc ce travail en collégialité avec les autres secteurs se fait lentement. C'est normal, c'est naturel. Bon. Pour ce qui est de ministère de la Santé, je peux citer les formations. Donc c'est un sujet qui a été en premier pointé par ce comité, c'est les formations. La formation, elle doit s'adresser à tous les secteurs. Elle doit s'adresser à tous les intervenants auprès des personnes avec autisme. À différents âges aussi, parce qu'on n'intervient pas avec un enfant de 3 ans, comme un enfant de 7 ans, comme un adolescent, comme un adulte. Oui. Nous avons maintenant de plus en plus d'adultes et même de personnes âgées avec autisme. Ça aussi, ce sont des problématiques qui sont tout à fait nouvelles dans notre pays et qui se posent. Donc ce qui a été fait dans le domaine de la formation, c'est les formations. J'ai cité l'exemple des médecins, mais il y a aussi d'autres formations de cadres qui sont en cours. Et le problème de la formation, il est incompressible. Le temps de la formation, former un pédopsychiatre, c'est 11 ans. C'est pas moins que ça, c'est 11 ans. Donc il y a un effort qui est fait. Il y a maintenant 120 avec la promotion qui est sortie cette année. Nous avons 120 pédopsychiatres dans notre pays. Bon. Il y a la question des structures. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, des services universitaires qui prennent en charge des enfants avec autisme, qui forment un personnel pour l'accompagnement des personnes avec autisme et qui font même des travaux de recherche et d'études sur l'autisme. Donc de plus en plus, nous avons des centres. Nous en avons 6 qui sont universitaires dirigés par un professeur chef de service et nous avons une vingtaine de centres dans les hôpitaux. Mais l'autre défi, c'est de sortir du problème de santé. Ce n'est pas seulement un problème de santé. L'autre défi, c'est comment harmoniser cette prise en charge à l'intersectoriel. Travailler avec les autres secteurs. Et nous nous rendons compte que même les populations ne se plaignent pas beaucoup de la question de la santé. Clairement. Ils se plaignent beaucoup de questions d'éducation qui sont un vrai défi, qui est extrêmement pénible. Oui. Je pense que Dr Mesmer voulait intervenir là-dessus, justement par rapport à la scolarité. Je voulais dire, en fait, la problématique qui se pose, c'est la scolarisation des enfants autistes. Oui. On est en train de souffrir avec les parents par rapport à ce sujet-là. Concernant les AVS, l'accueil déjà de l'AVS par l'établissement scolaire. Il y a des directeurs qui refusent catégoriquement la présence des auxiliaires de vie scolaire. Or que le rôle de cet auxiliaire, de cette personne, est d'aider, de faciliter le travail de l'enseignante pour développer cet enfant.
pour promouvoir, pour améliorer les capacités académiques de cet enfant. Oui. Monsieur Lafrenière, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez tous ces problèmes? J'imagine que vous êtes déjà passé par là, au Québec. Oui. Ce sont des problèmes qui se posent toujours? Non. Oui. Parce qu'on a établi que pour le niveau scolaire, c'est de 5 ans à 21 ans. Et c'est même une loi qui oblige les gens à fréquenter l'école jusqu'à 21 ans. Il y a des gens qui les accompagnent, mais surtout le plan d'action est extrêmement important. Le plan personnalisé. Donc, la personne, lorsqu'elle a eu son diagnostic, l'évaluation est rapprochée. Et j'ai vu avec des gens ici que c'était un peu, dans le temps, étiré. Et je pense que ça peut être un problème. Et par la suite, on les accompagne à l'école et le plan est suivi, que ce soit à l'école, que ce soit dans le communautaire, que ce soit dans la famille. Et on offre des activités complémentaires au niveau scolaire. Donc, répit de fin de semaine, camp de jour, toujours pour développer l'autonomie de la personne et pas nécessairement... Oui, puis pas nécessairement pour développer par une méthode ou par une autre méthode. On le laisse vivre comme enfant. C'est-à-dire que ce soit ludique, d'une manière ludique. Oui, voilà. C'est la personne avant tout qui est importante. C'est un citoyen. Oui. Et les familles qui souffrent par rapport à ça, on les comprend. Et c'est là qu'il faut peut-être intervenir sur de la formation et les aider à accompagner leurs enfants. Vous anticipez un peu sur ma question, justement, j'allais vous dire que le plan autisme, vous en avez parlé, professeur Chakali, a 4 axes principaux plutôt. Alors, la prise en charge, la formation, la communication autour de l'autisme, parce que ça c'est très important aussi, et la recherche. Alors, une association comme la vôtre, par exemple, si elle peut aider au niveau de pays comme l'Algérie, par exemple, comment vous pouvez intervenir sur ces 4 axes, par exemple? Oui. En fait, c'est de collaborer avec les personnes. Donc, c'est faire une mise de situation, de quelle façon ça se développe, parce qu'il faut connaître quand même le fonctionnement à l'interne. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Et à partir de là, c'est de voir quelles sont nos forces et les proposer pour de la formation, pour du suivi, pour des rencontres. Et les gens prennent ce qu'ils ont besoin. Oui. Parce que on a prouvé que depuis 25 ans, ce qu'on a mis en place a donné des résultats intéressants. Et qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un espoir d'un développement futur à l'adolescence, à l'adulte ou une personne vieillissante. Donc, il faut prendre notre temps à bien comprendre une situation. Puis c'est là que je pense qu'on peut avoir des collaborations parce qu'il se fait des choses extraordinaires ici. Et il faut en être conscient, échanger, mais on n'est pas au même point que l'Algérie. C'est clair, oui. Ça fait quand même longtemps qu'on est dans cette question-là. On a bien cerné les services à donner et les besoins au niveau de l'Algérie, parce que ce ne sont pas les mêmes forcément ailleurs. Alors je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder un reportage justement qui revient sur la prise en charge de ces enfants. C'est un reportage signé Mariam Damis. Regardez. Les troubles du spectre autistique sont des perturbations du développement neurophysiologique qui se manifestent par plusieurs signes qui doivent alerter les parents. Bravo, Sido, très bien chaud. Les premiers signes, c'est des signes d'alerte. À 18 mois, quand vous voyez que votre fils peut passer des heures et des heures à jouer avec le même jeu, à jouer d'une manière qui est illogique. Un simple geste, certains enfants autistes, il ne peut pas jouer avec la voiture comme un enfant neurotypique, mais l'intérêt pour lui, c'est de faire tourner les roues de la voiture. Ça, c'est l'exemple le plus connu. Le diagnostic des TSA demande l'implication de plusieurs professionnels de la santé. Le diagnostic de l'autisme repose sur une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe est chapeautée bien sûr par un pédopsychiatre, parce que c'est le seul qui a l'habilité de poser ce diagnostic. Mais bien sûr, pour le poser, il faut s'appuyer à une équipe pluridisciplinaire, où chacun de cette équipe a son mot à dire. Le diagnostic est une étape importante. Il permet de mettre en place une prise en charge adaptée pour favoriser le développement et les apprentissages, ainsi que de réduire les handicaps. C'est une prise en charge ciblée sur la gestion et la régularisation des comportements. On sait que le désintérêt, l'intérêt restreint que présente l'autiste, c'est le premier problème.
On sait que le comportement répétitif, c'est aussi le premier problème, donc, et tout ce qui est communication sociale et interaction. Donc, c'est parmi les premiers points. L'autisme demeure une pathologie peu connue. Cependant, les enfants peuvent être dépistés et traités dès l'âge de 2 ans pour éviter les complications majeures. On a vu un peu la prise en charge, on a parlé aussi de diagnostic, mais avant peut-être d'en arriver là, expliquer ce que c'est que l'autisme. Il y a comme un malaise dans les dénominations universitaires, docteur Lalem. On a parlé de maladie, de handicap, de troubles envahissants du développement. Alors j'imagine que la grande majorité de ceux qui nous regardent se demandent qu'est-ce que l'autisme finalement ? Je vais faire un carrefour, un croisement par rapport à la littérature qui existe aujourd'hui, tout simplement pour dire que ce n'est ni maladie ni handicap. Oui. La maladie se définit par son éthiopathogénie et du coup, on n'a pas de point fixe sur quoi être fixé et du coup, dire qu'un tel implique un tel par déterminisme biologique aussi ancien qu'il soit ou bien actuel. Le deuxième point, c'est que tout simplement, on dirait un trouble, comme la dénomination le démontre, c'est-à-dire on parle de troubles de spectre de l'autisme parce qu'il se définit par un spectre et non pas un tableau. Quand on parle d'un tableau clinique, c'est-à-dire on parle d'un certain nombre de sémiologies ou bien de symptômes bien définis. Premier problème, c'est que l'hétérogénéité ou l'homogénéité, c'est-à-dire en termes de faut essayer de symptomes. Les gens qui nous regardent. Je vais simplifier. تجانس الأعراض يعني كل طفل عنده واحد ما يشبه الآخر. D'accord. C'est-à-dire on dit qu'il y a presque d'autistes que d'autisme. Voilà. On parle des autismes au pluriel. Alors j'aime utiliser la notion au pluriel des autismes et non pas un autiste. On parle des autistes, des autismes. Parce que cliniquement parlant, on parle des autismes. C'est pour désensibiliser un peu, c'est-à-dire le concept et dire que finalement le concept aussi simple soit-il, c'est un trouble. C'est pas autre chose que ça. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, peut-être, Monsieur Lafrenière, que on le disait tout à l'heure, avant peut-être de passer à l'antenne, on disait que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des enfants qui ont un retard mental. Ça, c'est très important à expliquer aujourd'hui. Ce sont des enfants qui ont un raisonnement différent. C'est ça, c'est comme ça qu'on... Une façon de raisonner. Une façon d'être. Ils ont leur propre monde. Et c'est pas à eux s'initier à nous. Oui. C'est nous face à eux pour comprendre de quelle mécanique... C'est pour ça qu'on parle d'inclusion et pas d'intégration. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on peut être près de ces personnes-là pour comprendre. Et ce sont des plus pour la société, non pas des moins. Et c'est un apport important. Ce sont des citoyens. C'est une personne. On n'indique pas c'est un autiste. C'est une personne qui avec a un trouble. Autisme. Oui, voilà. Avec autisme, vivant avec autisme. Alors quand on dit qu'ils sont différents, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui voient, qui ressentent et qui réagissent autrement, docteur Mzmar. Ben oui, je vais rajouter quelque chose à ce que c'était dit. On trouve aussi des autistes avec comorbidité, c'est-à-dire on peut avoir un autiste avec épilepsie, autiste avec retard, autiste avec une autre maladie, donc... Même c'est-à-dire ces enfants-là... C'est-à-dire, vous voulez dire qu'un enfant autiste, c'est rare qu'il n'ait que le spectre autistique? Non, je voulais juste marquer le point qu'il y a c'est-à-dire, même on ne peut pas avoir qu'un enfant avec un spectre de l'autisme. On peut avoir des enfants avec d'autres comorbidités qu'on prenne en charge. Il faudrait les prendre en charge aussi, cette tranche d'enfants avec comorbidité. Revenons à votre question. Oui, je disais que ce sont des enfants qui, c'est-à-dire qui réagissent, qui voient et c'est-à-dire qui ressentent les choses différemment. C'est ça. C'est comme ça qu'il faudrait le comprendre. Ces enfants-là ont des troubles sensoriels. Oui. C'est-à-dire pourquoi on va se dire pourquoi ils ne tolèrent pas les frustrations. Pourquoi ils ne tolèrent pas les changements. Pourquoi les lumières parfois les bruits. Quand j'éteins la lumière. Il fait attention. Pourquoi à un certain, c'est-à-dire tonalité de bruit, il fait ce geste-là ou bien il devient anxieux, parce que en fait il a des troubles sensoriels. Il ne voit pas comme on voit nous le monde. Il le voit différemment. On va se poser la question pourquoi cet enfant-là, au lieu de regarder l'objet en face, voilà, il va le regarder sous un autre angle. En fait, parce que il voit les choses autrement. Et on doit respecter ça.
On doit arrive, respecter ça. finalement, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à comprendre la pensée autistique, ce qu'on appelle la pensée autistique aujourd'hui? Est-ce qu'on y arrive? Écoutez, moi je reste toujours positive. Oui. Je suis positive et on a fait beaucoup de progrès ces 10 dernières années. Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Oui. Je suis en consultation, je vois beaucoup de progrès, de réussite. Il faut toujours rester dans le positif. Absolument, c'est clair. Aujourd'hui, dans le monde, en tout cas, on essaye, par exemple, d'impliquer les neurosciences dans la compréhension de ce genre de troubles. Par exemple, dans le diagnostic, on va en parler peut-être, mais aussi dans la compréhension de la pensée autistique. Vous avez parlé justement de la manière dont ils voient les choses. Peut-être que vous pouvez nous parler de... Il y a eu des expériences qui ont été testées, que ce soit par l'IRM fonctionnel ou alors ce qu'on a appelé le eye tracking, pour voir un peu ces enfants ou ces personnes, comment ils voient le monde. Il y a aussi l'imagerie cérébrale qui a été un acte assez important dans l'équipe des gens de Tours. Mais également, je pense qu'il faut aussi écouter les personnes. Donc, au Québec, je dis Québec parce que on n'est pas dans la même culture et dans quelques 5000, quelques kilomètres de différence. Mais il y a des gens qui nous expliquent, les personnes autistes, qui voient la vie en noir et blanc. Et que le son, s'ils sont hyper ou hypo, il y a vraiment une différence dans la perception des choses. Oui. Et je crois que d'écouter ces personnes-là, de les accompagner, on va comprendre encore davantage quel est leur monde et de quelle façon on peut les aider, pas à en sortir, à être plus autonomes, si on peut dire, mais en respectant qui ils sont. Parce que dans le monde, on est tous différents. Oui. Et chez ces personnes-là, c'est la même chose. On vit la même chose. Oui. Docteur Lalem, sur la question justement des neurosciences, parce qu'il faut dire qu'en Algérie, vous avez parlé d'imagerie. Oui. En Algérie, il y a aujourd'hui justement des orthophonistes, par exemple, ou des neuropsychologues qui utilisent l'IRM, l'imagerie donc cérébrale, pour faire le diagnostic, par exemple. Certainement, parce que déjà, il faut commencer à reconnaître que quelque part, la qualité de la formation a changé, a évolué en termes de formation universitaire. Actuellement, on forme les neurolinguistes en imagerie médicale. Il y a des médecins spécialistes pour ça, pour les former à l'université. Mais pas que. Pour ajouter un autre élément qui est très très important, c'est qu'en termes de consultation aujourd'hui des enfants avec TSA, l'IRM est un examen systématique. Et comme les bilans, comme le médecin effectue la demande et le patient s'oriente pour en faire, c'est-à-dire toute la démarche paraclinique et exploration d'imagerie qui va avec. Ça nous permet justement de faire des diagnostics précoces. Pour revenir d'ailleurs, je parle docteur, il y a un élément, c'est-à-dire pour ne pas, c'est-à-dire écarter cette notion qui est très importante, parce que dans les TSA, il y a 2 points qui sont essentiels. Il est important d'en parler. Premièrement, les formes lésionnelles, comme vous avez parlé, atteinte des substances blanches, atteinte de la substance grise, les corps calleux, absence des corps calleux, etc. et j'en passe. Les atteintes corticales, sous-corticales, frontales et j'en passe. Mais aussi, il y a d'autres formes cliniques qui sont développementales. C'est-à-dire, c'est un enfant qui arrive avec rupture à l'état antérieur dès les 18 mois. Hop, là, un moment, remarque quelque chose et arrive en consultation pour expliquer sa plainte. On a ce type de population à la consultation. C'est-à-dire, du moins, je me souviens en CMPP, en centre médico-psychopédagogique, là où j'exerçais avant, c'était un peu la population qui arrivait en consultation. On avait les enfants avec installation de retard mental, parce que c'était un centre médico-psychopédagogique qui relevait du ministère de la Solidarité. Ceux qui ont des lésions. Exact. Oui. Il y a d'autres formes cliniques, par contre, qui étaient, c'est-à-dire pris en charge au niveau du service C, j'imagine, de Delis Houssine à l'époque. Oui, c'est un peu les enfants qui étaient pris en charge, c'est-à-dire de cette manière. Mais pour revenir sur la question de la neuroimagerie, certes, elle aide beaucoup en consultation, tout comme pour mettre un diagnostic. Oui, voilà. Absolument. Alors, pour expliquer un peu simplement les choses aussi pour les gens qui nous regardent, quels sont les symptômes évocateurs? Alors, on a parti un peu sur les neurosciences, revenons un peu sur Terre. Quels sont les symptômes évocateurs qui doivent alerter des parents, tout simplement? Bon, je commencerai par
c'est-à-dire la forme académique. Alors, le trouble du spectre de l'autisme, il se manifeste par un trouble des 3 axes: l'interaction sociale réciproque, la communication verbale et non verbale, et les comportements répétitifs, les rituels. L'intérêt restreint dont parlait tout à l'heure. Voilà, alors, pour vulgariser ces termes-là, donc c'est un enfant, tout simplement, quand je l'appelle, il ne se retourne pas. Et quand je l'interpelle, il ne me regarde pas, il fuit du regard. Alors c'est un enfant qui ne joue pas comme les autres enfants. Si je lui donne une voiture, il va faire un jeu rituel, il va tourner les roues, ou bien il va aligner ses petites voitures, par exemple. C'est un enfant, quand il est heureux, ou bien quand il est frustré, irrité, il va faire ces stéréotypies-là. D'accord. C'est un enfant qui, parfois, ils ont des troubles du sommeil. C'est des enfants qui ont des conduites alimentaires sélectives. Je parle comme ça, mais sachant que chaque enfant, chaque autiste a sa particularité. Absolument. D'où sa prise en charge qui est personnalisée. Donc, on va évaluer cet enfant et on va établir un programme personnalisé pour cet enfant, selon ses besoins. Oui, j'aimerais revenir juste parce que tout à l'heure on a parlé des enfants surexposés aux écrans. Comment les différencier finalement? Alors on a parlé un peu des... Alors si on doit résumer, c'est un peu l'interactivité et l'intérêt restreint. Donc quel est le symptôme par exemple qu'on ne va pas voir chez des enfants surexposés aux écrans? Pareillement, c'est le même tableau que on peut voir des intérêts restreints aussi, c'est-à-dire pareillement, carrément. Ce geste répétitif. Exact. Pauvreté du bagage linguistique, déficit psychomoteur, retard de langage très très important. Il est dans sa bulle quand on l'appelle par son prénom. Et comment on parvient à faire la différence finalement? Mais justement, c'est à travers l'élimination des écrans, à travers une réorganisation. Ou alors un questionnaire peut-être? On a tendance justement en termes de matériaux, c'est-à-dire de dépistage diagnostique. On s'est appuyé à un moment donné avec l'ADI, l'Autism Diagnostic Interview, et la CARS, c'est-à-dire généralement à ceux avec quoi on travaille. Mais essentiellement, pour parler des enfants surexposés aux écrans, c'est qu'à l'élimination des écrans, les enfants, on les récupère. Il y a un changement spectaculaire. Mais pas que. Il y a un autre élément qui est très très important, c'est qu'à l'élimination des écrans, les enfants sont réversibles. D'accord. Parce que dans le cas des TSA, c'est des symptômes irréversibles. C'est que le sujet évolue avec, comme on vient de dire. Irréversible quand il n'y a pas d'accompagnement, quand il n'y a pas de prise en charge. Il y a l'amélioration. Il ne faut pas confondre. Il y a un élément très très important. C'est que, exact, il s'améliore. Il améliore sa qualité de vie, la qualité de vie de ses parents, de son entourage. Exact, mais il restera avec son... Non, mais rester avec un autisme, est-ce que cela signifie qu'il va avoir toujours, par exemple, cet intérêt restreint à répétition, par exemple? Non, mais avec l'amélioration, il faut savoir une chose, c'est qu'avec l'amélioration de la qualité de vie et des habilités qui vont avec, il y a certains séquelles qui restent, d'autres qui disparaissent. On est d'accord là-dessus. Voilà. Cliniquement parlant, c'est très très important. L'homogénéité indique, il n'y a pas. C'est pas, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2 et le tout s'assemble et se ressemble. Le souci, c'est que, c'est-à-dire cliniquement parlant, chacun est un cas finalement. Voilà. Professeur Chakali. La clinique, je peux revenir, je m'excuse, mais pour la question du diagnostic, ça ne pose pas énormément de problèmes. C'est-à-dire que quand un médecin est formé, il est parfaitement capable de poser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas faire forcément vers les bonnes personnes, professeur Chakali. Comme il y a un manque de professionnels, les gens, parfois, ont recours à des pratiques, c'est-à-dire on ne s'adresse pas forcément aux bonnes personnes. Absolument, mais les centres dont nous disposons actuellement, ce n'est pas au niveau du diagnostic que la grosse question se pose pour l'instant, sauf pour les diagnostics très précoces où peut-être il faut utiliser... Absolument. Mais là, on n'en est pas encore là. Qui fait le diagnostic aujourd'hui, professeur Chakali? Logiquement, c'est le pédopsychiatre qui doit faire le diagnostic et les pédopsychiatres sont assez bien formés pour que cliniquement, ils puissent identifier un autisme, même si ça doit demander plusieurs séances, plusieurs entretiens avec les parents. Donc le diagnostic, ça ne s'arrête pas au niveau du diagnostic. Notre problème, c'est au niveau de l'accompagnement, surtout ultérieur, et surtout même à l'adolescence et chez les personnes âgées. Oui, mais professeur Chakali, si vous permettez, le diagnostic est très important dans la mesure où il se fait quand même assez tardivement chez nous. C'est-à-dire peut-être qu'on en parle pour dire qu'il est très important aujourd'hui de consulter tôt.
Il y a beaucoup de parents qui ont du mal, qui sont souvent dans le déni, donc ils ne consultent pas tôt, et c'est pour ça qu'on en parle. Pour ça, nous sommes devant un défi de celui des personnes suffisamment formées pour poser un diagnostic. Il ne faut pas se cacher la face. Nous n'avons pas suffisamment de personnes formées, que ce soit des médecins ou des psychologues, pour pouvoir poser un diagnostic. Nous n'en avons pas suffisamment. D'accord. Mais là, c'est des délais d'attente. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre parce que les gens voyagent, font des kilomètres pour aller à un centre où il y a quelqu'un capable de poser un diagnostic. Le diagnostic est posé, mais ensuite, c'est l'accompagnement, surtout quand il y a une distance. Et c'est ça le problème des personnes qui habitent loin des centres. Professeur Chakali, si vous permettez, vous êtes quand même représenté aujourd'hui du ministère de la Santé. C'est quand même regrettable de vous entendre dire ça, que les gens doivent attendre et faire des kilomètres. Quand est-ce que ces gens-là pourront... On sait que ce sont des choses qui prennent du temps, mais quand est-ce que ces gens-là peuvent espérer avoir un semblant de prise en charge correcte ? Actuellement, je peux dire que les délais sont en train de se réduire et que les centres sont en train d'être dans la proximité. Actuellement, les pédopsychiatres formés, ils sont affectés dans les centres les plus éloignés. Oui. C'est ça la réalité. Donc, ces délais qui sont en train de se réduire. Combien de centres existent, par exemple, dans le sud du pays ? Je vous ai dit. Est-ce qu'on a des centres dans le sud du pays ? Bien sûr qu'on a on a une trentaine de centres. Donc, il y en a hospitaliers, en tout cas, on en a une trentaine. Je dis une trentaine parce que c'est un peu moins que 30, mais c'est une trentaine et ça évolue aussi. Ça, c'est les centres hospitaliers où on garde des enfants, où il y a des possibilités d'hospitalisation 2 jours. Donc, il n'y a pas d'hospitalisation à plein temps. Même le secteur de la solidarité ne prend pas en charge un enfant. Même les associations ne prennent pas en charge un enfant pour des hospitalisations à plein temps. Mais les centres, les hôpitaux 2 jours, on en a une vingtaine. Ils ne sont pas tous pourvus avec suffisamment de personnel. Et c'est pour ça que, surtout dans les grandes villes, les délais d'attente peuvent être, dans les grandes villes qui sont très populeuses, les délais d'attente peuvent être de plusieurs semaines. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est regrettable aussi, c'est que beaucoup de gens vont vers le privé parce que on n'a pas de prise en charge il n'y a pas suffisamment de centres. Il y a 4 ou 6 sur Alger. Il y en a combien ? L'autre défi, parce que les familles doivent comprendre une chose. L'entretien avec un enfant avec autisme est un entretien qui dure. Oui. Le pédopsychiatre doit voir l'enfant, la famille, l'entourage. Donc, un médecin peut voir, s'il fait beaucoup d'efforts, 8 à 10 enfants par jour. Et c'est déjà énorme. Bien sûr. C'est pas comme des consultations de chirurgie ou d'orthopédie. Non, on comprend, professeur Chakali. Donc il y a ces défis-là que les gens doivent comprendre. La durée des consultations. Je veux dire que ces gens-là ne vont pas attendre toute leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont aujourd'hui vers le privé. J'imagine que je ne vous apprends rien. Beaucoup de gens en Algérie qui, par défaut de trouver de la place dans les infrastructures publiques, par défaut de trouver les bonnes personnes vers qui s'adresser, vont vers le privé. Ils s'endettent pour prendre en charge leurs enfants. Ils sont en nette augmentation. Les centres qui reçoivent ces enfants sont en nette augmentation. Mais il y a quand même une difficulté. Il y a quand même des difficultés qui sont dues au délai incompressible des formations. Non seulement les délais incompressibles, mais aussi les ressources pour former. Absolument. Par exemple, on doit former les intervenants, que ce soit les intervenants. C'est un problème d'argent aussi. Bien sûr que ça a un coût. Mais c'est pas le frein n'est pas le coût, c'est le temps et c'est les ressources. Même les personnes par exemple, quand on parle du plan autisme, c'est aussi un problème d'argent, c'est aussi un problème de budget, parce qu'il faut dégager des moyens. Il doit être financé, il l'est. Dans un cadre sectoriel traditionnel, mais maintenant que ça devient une problématique exceptionnelle. Vous avez un budget de combien, professeur Chakali ? Il n'y a pas un budget spécifique à l'autisme pour l'instant. D'accord. Mais ça pourrait arriver. Parce que ce n'est pas un problème du secteur de la santé. C'est un engagement du gouvernement. Donc, il y a maintenant vraiment un engagement du gouvernement. Il y a une volonté. Il y a une grande volonté qui sera suivie certainement de moyens, parce que ça devient vraiment préoccupant. D'accord. Je voulais une seconde prononcer une phrase que j'ai lue sur un mur d'une association et qui est très significative en revenant à la question de est-ce que c'est une maladie, c'est pas une maladie, est-ce que c'est un handicap, est-ce que j'ai vu une phrase qui vraiment m'est restée. Ça sonne mieux en arabe. أنا مختلف لست متخلف. Quand on la traduit, ça appelle un peu son. Mais je suis différent et je ne suis pas attardé.
Oui. Mais on aura bien un jeu de mots, en fait. Il suffit que de changer un mot. Je suis un mukhtalif, laisse au mot takhtalif. Oui. Vous n'étiez pas d'accord avec moi quand j'ai dit que les parents consultent tardivement? Oui. Oui. En fait, oui. En fait, actuellement, on n'a pas ce problème finalement, les parents consultent tôt. En fait, il y a une formation. On a la chance quand même d'être à Alger, hein. Ça il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire à l'intérieur du pays, peut-être que... Écoutez, c'est-à-dire même les gens qui viennent de l'intérieur du pays. J'étais formatrice avec professeur Oltal Bla Yarhamou. Oui. On a fait des formations des wilayas de l'intérieur, à Skikda, à Sétif, à Al-Oued. Oui. Donc, on a fait, comme on le dit, c'est-à-dire formation pour le dépistage et le diagnostic, des pédiatres, des péricultrices, etc. Donc, finalement, à mon avis, le dépistage et le diagnostic, à ma consultation, je reçois des enfants de 12 mois, de 13 mois, de 15 mois. Donc, à ce niveau, au niveau qu'on est là, le dépistage et le diagnostic ne se posent plus, en fait. La question et la problématique, c'est la prise en charge. Absolument. La prise en charge, quand je dis la prise en charge thérapeutique de 3 ans à 6 ans, de 6 ans et plus. C'est-à-dire la scolarisation ou bien la formation professionnelle ou bien c'est déjà la prise en charge. C'est déjà un bon point, docteur Mezmar, quand vous dites que les gens consultent assez tôt, parce qu'on parle de l'importance du diagnostic précoce, n'est-ce pas? Parce qu'on parle aussi d'une élasticité cérébrale, c'est-à-dire cette capacité avant les 2 ans, peut-être que si je me trompe, vous me corrigez, c'est-à-dire avant les 2 ans, les enfants sont plus réceptives, on peut c'est-à-dire les accompagner mieux. Si vous me permettez, je voulais revenir 2 petites secondes sur le diagnostic. Oui. Pour vous donner une autre façon de faire. Au Québec, pour faire le diagnostic, c'est une équipe de 5 personnes et non pas une seule personne. Donc, un ergothérapeute, un orthophoniste, un médecin de... C'est une équipe pluridisciplinaire. Tout à fait. Et deuxièmement, devant la montée des diagnostics et autres, il y a passé une loi au Québec où on autorise un psychologue avec une équipe à faire le diagnostic aussi. Donc, si on veut, à diriger le diagnostic par rapport à ça. Donc, ça nous donne deux prises d'entrée et on essaie de réduire le temps entre le diagnostic et l'évaluation diagnostique pour pouvoir rapidement, comme vous disiez tantôt, prendre l'enfant en charge et accompagner. Et avant le diagnostic, on a mis un projet sur place qui est d'accompagner la famille vers le diagnostic. Parce que s'il y a trop de temps, comme vous disiez, on perd des éléments importants de la personne. Donc, on les accompagne avant qu'ils puissent aller au diagnostic. Voilà, c'était ce que je voulais vous préciser. C'est un peu différent comme tel. Pour la deuxième question, alors on a dit que le diagnostic précoce est très important pour ce qu'on appelle l'élasticité cérébrale dans les premières années de vie. Est-ce que c'est ça? Oui, si vous permettez, j'ajoute encore un autre point par rapport à ça. Allez-y, parce que là, on est un peu pris par le temps. Il nous reste beaucoup de points à développer. Oui. Certes, le pédopsychiatre est là pour chapeauter une équipe ou là pour mettre un diagnostic, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a un problème en ce qui concerne le bilan de langage oral et de bilan de langage écrit. Il y a un problème quand il s'agit du bilan psychomoteur. Il y a un problème en ce qui s'agit, c'est-à-dire de la socialisation et tout ce qui va avec. Il y a des paramètres de la personnalité de l'individu que le pédopsychiatre ne maîtrise pas à lui seul pour mettre. C'est pour ça qu'il faut une poser équipe. Un diagnostic dans un premier temps, peut-être que parce que nous, c'est pour des raisons pratiques, on n'a pas les moyens. Voilà. Certes, c'est ce qui se passe justement parce qu'au départ, c'est pour orienter cet enfant-là vers des séances de stimulation, voire de prise en charge en collaboration dans un esprit collégial avec d'autres institutions. C'est pour ça qu'il présente que l'enfant présente un tel ou un tel ou un tel type d'autisme, sans pour autant pousser, c'est-à-dire en termes de quotient intellectuel et tout ce qui va avec, ce qui se passe avec l'enfant. Oui, certes, plus l'intervention est précoce,
en termes d'épigénétique et en termes d'élasticité cérébrale, plus on intervient de manière précoce et plus on est efficace en termes d'apprentissage, en termes de socialisation. Je vais revenir à la notion. Aussi. Exact. En termes d'imagerie, IRMF, c'est-à-dire une IRM fonctionnelle. Aujourd'hui, avec l'équipe de l'hôpital Necker, avec Bernard Gold, si j'en passe, il y a une équipe qui a travaillé sur la qualité des images et on retrouve que le lobe temporal supérieur, elle est responsable dans, c'est-à-dire certains paramètres d'organisation mentale. Reconnaître un visage familier, reconnaître une voix familière, reconnaître un endroit familier. Et du coup, plus on bloque, plus on angoisse. Quand il s'agit d'une angoisse, voire un stress dépassé, l'enfant, dès qu'il pique, c'est-à-dire ses crises de panique, il y a le lobe temporal, le LTS, le lobe temporal supérieur qui se ferme. C'est-à-dire il résiste au changement. Et à chaque fois, il est méprisant, ou il rejette, ou il est dégoûté, ou la colérique. Voilà, il pique ses crises. Aujourd'hui, on a des réponses par rapport à ça. Et plus on intervient, c'est-à-dire vous imaginez avec moi un peu, si on intervenait sur ces axes-là avec un enfant de 12 ans, parallèlement à un enfant de 2 ans, voilà, ou 3 ans, c'est pas pareil, certes, parce que les résultats vont être plus intéressant avec l'enfant de 2-3 ans que l'enfant de 12 ans. Voilà. Oui. Alors, je suis obligée de passer à cette question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, on a parlé un peu de l'inclusion tout à l'heure avec vous, Monsieur Lafrenière. L'école est un maillon indispensable, vous le disiez tout à l'heure, dans la prise en charge, aussi dans l'apprentissage peut-être pour aller vers les autres aussi, dans l'inclusion de ces enfants. Beaucoup de parents se plaignent aujourd'hui de la difficulté à parvenir à scolariser leurs enfants. Pourtant, la directive ou la circulaire interministérielle, elle est claire là-dessus, on doit scolariser ses enfants. Pourquoi on a du mal à les scolariser aujourd'hui encore, professeur Chakali? C'est une question qui se pose au ministère de l'Éducation. Et avec, il y a un problème de communication avec le ministère de l'Éducation. Je connais bien tout l'effort que déploie le ministère de l'Éducation qui a à son actif 11 millions d'élèves dans notre pays. C'est le quart de la population qui est à l'école. À l'école, je dis primaire et moyenne. Donc, il y a le chiffre qui est énorme. Et il y a aussi la question des formations. C'est des enfants, il faut comprendre que ce sont des enfants comme les autres, professeur Chakali. On dit qu'il y a 11 millions d'élèves. Non, s'ils étaient comme les autres, on n'aurait pas eu ces problèmes. C'est des enfants différents, mais c'est des enfants qui ont le droit quand même d'être pris en charge. Oui. Voilà, tout à fait. Le droit, il est constitutionnel. Il est dans la Constitution. Le droit à la santé et à l'enseignement, il est dans la Constitution. Et c'est pour ça que c'est-à-dire, on ne peut pas dire que ce sont des enfants qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, même s'ils sont différents. C'est ça ce que je veux dire. Personne ne dit qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont tout à fait le droit. Personne ne peut le recuser. Non, vous avez parlé de 11, vous avez dit l'éducation à 11 millions d'élèves. On ne peut pas exclure cela. C'est-à-dire, même s'ils ont 11 millions d'élèves. C'est ça ce que je veux dire. Non, je dis que le défi est énorme. Oui. Et surtout que la problématique est assez nouvelle. Cette question ne se posait pas il y a 10 ans. Oui. Donc elle se pose depuis 5 ans. Vous ne pensez pas que ces élèves souffrent de stigmatisation, professeur Chakali? Vous ne pensez pas que c'est un problème de stigmatisation aussi? C'est vrai que même la représentation mentale de beaucoup de choses, de troubles mentaux en général, de l'autisme, de l'handicap en général, c'est un travail à faire pour qu'on puisse changer le regard sur ces choses-là et accepter la citoyenneté de ces citoyens qui sont des citoyens à part entière. Donc ça, il y a un effort à faire, mais c'est un effort sociétal. C'est toute la société qui doit changer son regard sur ces problématiques-là. Et je peux aussi dire la même chose pour les toxicomanes, que nous considérons maintenant comme des malades. Ce sont des malades à soigner et pas toujours des délinquants à punir. Donc ça, c'est l'évolution de toute une société. Elle est en cours. C'est un peu différent avec le travail associatif, on sent qu'il y a... Voilà. Non, j'ai cité vraiment cet exemple, je n'aurais pas dû... Mais la représentation mentale, la perception de ces problématiques évolue dans notre société dans le bon sens. Mais peut-être lentement, pas comme on le souhaite. Oui, vous pensez aussi, Dr Mesmar, qu'on évolue dans le bon sens, c'est-à-dire d'un point de vue culturel, est-ce qu'on accepte aujourd'hui ces enfants? On a encore beaucoup de mal. Oui. En fait, on évolue certainement, mais lentement. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, oui. Oui, docteur Lalem, sur la même question, parce que c'est une question quand même, je pense que ce genre d'émission sert aussi un peu à secouer les consciences collectives. Oui. Ayant un intérêt particulier à la famille fratrie de la personne en situation ou avec handicap et avec TSA,
Et en ce qui s'agit, c'est-à-dire de la santé mentale, de la représentation sociale sur ces individus-là, il y a beaucoup de travail à faire, certes, et c'est dans le monde, pas qu'ici, c'est-à-dire en Algérie en particulier. Parce qu'il faut savoir une chose, que la santé mentale est un sujet tabou ailleurs depuis la Lune et la nuit des temps. Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. De deux, il faut savoir une chose, que plus on est dans une étrangeté inquiétante, qu'on ne maîtrise pas la chose, qu'on ne connaît pas assez de choses sur l'individu, sur la pathologie, sur le trouble, on est pratiquement réticent, on repousse puis on stigmatise. C'est un peu le jeu de mots inclusion, exclusion, on fabrique et on préfabrique. C'est-à-dire inclusion pour faire une exclusion ou l'inverse. C'est-à-dire les jeux sont valables. Ne se passe pas que chez nous, la stigmatisation. Oui, c'est-à-dire je peux vous parler de cela parce qu'à l'âge, c'est très 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 important d'attirer l'attention sur une chose. Qu'est-ce qu'est la différence finalement? Comment réparer? Je dirais pas, c'est-à-dire condamner, faire le procès de quelqu'un, mais plutôt aller vers la transformation de la représentation sociale. Et concrètement, on commence par la socialisation en milieu. C'est-à-dire, à l'époque, en CMPP, qu'est-ce qu'on faisait? Des sorties vers la DGSN, des sorties vers la protection, c'est-à-dire civile. Voilà. Et du coup, cela invite à ce que déjà des individus en service, en société, puissent interagir avec des enfants très très différents, parfois agités, parfois bruyants, parfois envahissants. C'est pour ça que c'est bien aussi de les mettre à l'école. Parfois on parle de classe spéciale, peut-être que c'est bien aussi d'être dans une école où il y a des enfants normaux, parce que c'est bien et pour ces enfants et pour les enfants dits normaux, c'est-à-dire les enfants neurotypiques. Parce qu'eux aussi, ils vont grandir avec des enfants différents et ça va leur apprendre d'accepter la différence, n'est-ce pas? Et pas juste à l'école, dans la vie quotidienne, d'avoir un mix entre les personnes neurotypiques. C'est enrichissant. C'est très enrichissant, un face à l'autre, au niveau de la fratrie, comme on parlait tantôt. Mais l'autre façon d'aborder le sujet, c'est les gens qui ont besoin d'aide. Il faut qu'ils se lèvent et qu'ils demandent. Oui. Parce qu'il ne faut pas juste attendre que ça nous vienne de d'autres. Il faut s'impliquer, comme des milliers de familles vont le faire, et articuler quels sont les besoins qu'ils ont. Et je crois que c'est aux autorités à avoir l'oreille attentive. Vous touchez du doigt un point très important, le partenariat, par exemple, très précoce avec les parents. Ça, c'est un point très important. Oui. Les parents ont un rôle primordial dans la prise en charge de l'enfant autiste. C'est le centre de tout système qui se respecte, parce qu'on s'adresse à eux. On parle des parents, mais je vous dirais, dans un monde un peu plus avancé, on pourrait s'adresser directement aux personnes autistes. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à communiquer pour ceux qui sont plus verbaux ou d'autres. Et on apprendrait beaucoup par rapport à cela et on supporterait davantage les actions qui se déroulent, parce que c'est pas juste une question médicale, c'est pas un problème de santé. Oui. Et c'est plus que ça. Donc, c'est un problème de société, mais pour ça, il faut que les gens se prennent en main comme plusieurs font et que les autres personnes puissent collaborer. Et c'est en partenariat. C'est l'école, c'est l'État, c'est la municipalité, c'est le communautaire, c'est tout le monde ensemble. Vous êtes en contact, par exemple, aujourd'hui avec des associations locales ici en Algérie, justement, pour fournir ou dispenser des formations, par exemple, pour les parents? Oui. En fait, pour les parents et les professionnels. Aussi. Et de mettre ça à la portée de tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on va faire des spécialistes en autisme, mais ils vont comprendre le processus et ça va les aider, d'une part, à faire le deuil qu'on n'a pas parlé, qui est important, de dire notre enfant, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, et pouvoir les aider à accompagner ces personnes-là dans le temps, et les professionnels qui sont déjà sensibilisés à la chose, développer davantage un maillage avec des interactions du scolaire et des autres. Et je pense que c'est vers ça qu'on vient pour supporter et apprendre un dialogue avec ces personnes-là pour pouvoir offrir ça en Algérie. Oui, absolument. Docteur Mesmer, on parle depuis tout à l'heure de l'accompagnement, de la prise en charge de ces enfants, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on ne cherche pas à guérir ces enfants. Ces enfants ne vont pas guérir de leur autisme, on cherche plus à en faire des adultes qui soient plus ou moins autonomes. Jusqu'où pourrait aller l'autonomie de ces enfants? En fait, comme on l'a dit dès le départ, c'est chaque enfant chaque cas est un cas. Donc, on peut aller, moi, personnellement,
c'est-à-dire je parle de votre expérience. Voilà, expérience personnelle. Il y a 3 enfants qui ont obtenu leur bac. Donc, on peut arriver à une certaine réussite professionnelle. Voilà, professionnelle. Mais il y a d'autres, sur des centaines, j'ai eu que 3. Donc, il y a une... Je veux dire, voilà, il y a une personnalisation de la prise en charge. Je ne pourrais pas prévenir l'avenir. Je ne pourrais pas dire tel enfant va faire ceci, cela. Mais dans l'autonomie déjà, c'est-à-dire on ne parle pas uniquement dans la réussite, peut-être dans les études ou c'est-à-dire dans l'autonomie, est-ce que ces enfants peuvent devenir des adultes autonomes, fonder une famille? En fait, si on dépiste cet enfant, on le prend en charge précocement, on le prend en charge convenablement et on fait une formation de la famille, une guidance, une sensibilisation, on les fait participer à la prise en charge, on pourra avoir une certaine autonomie, un certain développement cognitif, etc. On termine avec ce message positif justement parce que cette émission est à présent terminée, on n'a plus de temps. Merci messieurs, dames d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. À lundi prochain. Au revoir.